Le chef de l'État est en Corée du Sud pour une visite de travail et d'amitié depuis quelques jours. Il a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée du Sud et a échangé avec le corps diplomatique africain accrédité dans ce pays. Lutte contre le virus Ebola, la communauté internationale passe à la vitesse supérieure. Elle lance des actions concertées et coordonnées dans un délai de 2 mois pour freiner l'avancée du virus. Une étude sur l'actualisation du schéma directeur et du plan d'urbanisation des villes de Côte d'Ivoire est en cours. La phase pilote s'intéresse à la ville d'Abidjan. Elle vise à tout planifier au niveau de la capitale économique pour les années à venir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le chef de l'État est en Corée du Sud pour une visite de travail et d'amitié. Et depuis quelques jours, il a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée du Sud et échangé avec le corps diplomatique africain accrédité dans ce pays. Il a rassuré les Ivoiriens de Corée du Sud que les élections de 2015 seront démocratiques et apaisées. Abiba Dambélé et Saoué, envoyé spécial de RTI en Corée du Sud. Les Ivoiriens de Corée, dont le nombre est estimé à 100 de personnes, ont pris d'assaut la grande salle de Lotte Hotel à Séoul. Ils sont venus écouter le message du président de la République et présenter leurs doléances, qui se résument à l'accès aux logements sociaux, aux problèmes de dédouanement de leurs effets personnels et à l'établissement de partenariats avec des universités coréennes. Le président les a rassurés et informés que le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger avait pour mission de faciliter leur démarche. Faisant le point de la situation sociopolitique et sanitaire en Côte d'Ivoire, le président de la République a rassuré ses concitoyens sur le fait qu'aucun cas de virus Ebola n'avait été enregistré avant d'aborder des questions plus politiques, notamment le dialogue avec l'opposition et la présidentielle de 2015. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble pour continuer de faire avancer le pays. Et pour cela, on a besoin de chacun de vous. Donc je voudrais vous dire que l'union des Ivoiriens est la chose qui me tient le plus à cœur. Et c'est pour cela que nous avons renforcé le dialogue politique avec l'opposition. Et ceci se déroule bien, malgré les apparences. Je dis aux gens, surtout ne croyez pas ce que vous lisez dans les journaux. Hein. Parce qu'en réalité, on se parle, on se voit. Et bon, il y a des frictions de temps en temps, ça c'est normal. Hein. Je suis confiant qu'en 2015, nous aurons des élections transparentes, démocratiques, et qu'il n'y aura pas de chaos, de problèmes que nous avons vécu en 2010. Et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour saluer, comme vous le savez, l'acte fort posé par le président Ali Konan Bédié, le président du PDCI, qui a 1 an des élections a déjà manifesté donc sa volonté de soutenir ma candidature. Cela est un acte très fort. Nous considérons que c'est une étape qui nous permettra de continuer notre travail sans interruption. Donc le président Bédié est un véritable homme d'État. Il a géré la Côte d'Ivoire. Il sait que les périodes d'élection peuvent être une perte de temps, une perte d'énergie pour ceux qui sont ouverts. Avec cette décision qu'il vient de prendre, nous continuons notre travail. 2014, 2015, jusqu'à 2 semaines des élections, on fera les élections, après on continuera. C'est vous dire que c'est un acte qui consolide donc la démocratie en Côte d'Ivoire, qui consolide la paix et qui permet au gouvernement de continuer de faire son travail dans de bonnes conditions. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour saluer encore ce geste et dire que bien évidemment tous les partis du RHDP devront se rencontrer pour donc formaliser ce soutien à ma candidature. Et je suis aussi confiant que d'autres partis seront aux élections, que ce soit donc les partis habituels. Je ne voudrais pas citer de nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais je crois que tous les partis viendront parce que c'est ça la démocratie. Si on refuse d'aller aux élections,
En réalité, à terme, on n'existe plus. Parce qu'il faut que le peuple se prononce sur des personnes qui veulent avoir l'onction du peuple. Si on ne se présente pas, on se fait oublier. Le chef de l'État a informé les Ivoiriens de Corée des excellentes relations et la grande amitié qui lie la Côte d'Ivoire à la Corée depuis 1961. Il a enfin demandé à la communauté ivoirienne de demeurer unie pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Un échange de présents a eu lieu. Le président a fait un don en espèces de $20 000 et le président des Ivoiriens de Corée a offert un cadeau au chef de l'État. Avec le corps diplomatique accrédité en Corée, le président Alassane Ouattara a expliqué les avancées notables enregistrées par la Côte d'Ivoire sur le plan économique et politique. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire est maintenant en paix. Le chef de l'État a là encore évoqué l'épidémie à fièvre Ebola qui sévit dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a salué la solidarité des pays africains et annoncé que la Côte d'Ivoire a apporté une contribution de $1 million, soit 500 millions de francs CFA, à la CEDEAO pour lutter contre cette maladie. Les diplomates africains ont traduit au président de la République leur remerciement pour son engagement et ses efforts pour le rayonnement de l'Afrique, notamment à travers cette visite officielle en Corée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi visité hier jeudi le palais royal de Gyeongbokgung, situé dans le nord de la ville de Séoul. Au terme de cette visite, le chef de l'État a quitté Séoul pour Paris. Il s'est ouvert ce vendredi à Washington l'Assemblée annuelle FMI Banque mondiale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan participe aux travaux. L'Assemblée annuelle rassemble chaque année des gouverneurs des banques centrales, des ministres responsables des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile, ainsi que des universitaires pour débattre de questions d'intérêt planétaire telles que les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière dans le monde, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l'efficacité de l'aide. Place à l'action dans la lutte contre le virus Ebola, nous vous le disions dans nos titres. La communauté internationale passe à la vitesse supérieure. Elle annonce des actions concertées et coordonnées dans un délai de 2 mois pour freiner l'avancée du virus Ebola. Hier jeudi, veille de l'ouverture des assemblées annuelles Fonds monétaire international, Banque mondiale, la crise Ebola était au menu d'un petit déjeuner de haut niveau. Sylvie Touré. Washington, D.C., siège de la Banque mondiale. L'institution abrite ce vendredi ses assemblées annuelles, mais avant d'évaluer la santé de l'économie mondiale, les experts planchent sur Ebola. Une crise sanitaire aux conséquences économiques certaines, chiffrée à plus de 32 milliards de dollars, soit 16 000 milliards de francs CFA, si rien n'est fait pour stopper l'avancée du virus avant 2015. Jim Kim, patron de la Banque mondiale, Christine Lagarde du FMI et bien d'autres voix qui comptent dans le monde l'ont dit presque en chœur. Il faut faire vite. Les pays frappés par l'épidémie, eux, appellent à l'action car l'heure n'est plus au discours. Tout le monde reconnaît que si la mobilisation avait eu lieu plus tôt, on ne parlerait plus d'Ebola. Deuxièmement, il est important que ce ne soit pas seulement des annonces, mais que les choses soient très concrètes, c'est-à-dire que les choses arrivent tout de suite sur le terrain. Bon, c'est bien de faire des promesses, mais il faut qu'on passe des promesses à la réalité. Des promesses d'engagement, il y en a eu. Et la Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette mobilisation internationale, a dit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à ce petit déjeuner de haut niveau sur Ebola. Indiqué donc au niveau de la Côte d'Ivoire ce que le président de la République a décidé donc de faire, notamment à savoir donc l'ouverture donc des couloirs humanitaires, l'ouverture des vols aériens donc à la mi-octobre et aussi donc le maintien donc l'ouverture en matière donc maritime et donc l'utilisation donc l'aéroport donc d'Abidjan et de Bouaké par notamment les États-Unis et les autres pays développés pour aider donc les pays de la sous-région. Des actions concertées et coordonnées sont à venir, car $1 dépensé aujourd'hui équivaudrait à $20 dans 2 mois. La communauté internationale se donne donc 60 jours pour intensifier la lutte contre le tueur mystérieux.
C'était Sylvie Touré, notre envoyée spéciale à Washington aux États-Unis d'Amérique pour ces assemblées annuelles. Revenons en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien dote 3 structures sanitaires d'ambulances médicalisées dans l'ouest du pays. Ces dons sont du président de la République Alassane Ouattara. Ils ont été remis aux populations de Danané, de Mahapleu et de Benoué. Objectif de ces dons, faire face éventuellement à l'épidémie du virus Ebola. Kwasi Mamadou. Benoué, dernière sous-préfecture de la région du Tongui, avant la frontière du Libéria. Cette localité dispose depuis quelques mois d'un comité de vigilance dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Un comité local dirigé par le sous-préfet qui mène des campagnes de sensibilisation sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement, notamment la fermeture de la frontière terrestre avec le Libéria et l'interdiction de chasser. Pour renforcer les actions de ce comité, le président de la République, Alassane Ouattara, met à leur disposition une ambulance médicalisée affectée au centre de santé de Benoué. Un don remis par l'épouse du ministre d'État, Albert Mabri Touakeus. En remettant les clés, Fatima Solange Mabri, soutenue pour la circonstance par la ministre Anne-Désiré Ouloto, a appelé la population à la vigilance et au respect strict des mesures de prévention. Anne-Désiré Ouloto a exhorté la population au travail et à la cohésion afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. En plus de l'ambulance, les associations féminines de Benoué ont bénéficié de matériel et d'intrants agricoles offerts par Solange Fatima Mabri. Après Benoué, Cap-Sud Danané et Mahapleu, des localités situées à la frontière de la Guinée, toujours dans la région du Tongui, leurs différents centres de santé bénéficient également d'ambulances médicalisées. Les populations ont exprimé leur satisfaction pour être prises en compte dans le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Selon les envoyés du coup présidentiel, ces initiatives sont la preuve de la détermination du gouvernement à éviter l'entrée de la fièvre à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine de la santé. Un nouveau centre médico-militaire vient d'être inauguré au camp militaire d'Akwedo par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi. C'est un don des États-Unis d'Amérique à travers ses partenaires techniques Godefroy Okambawa et Emmanuel. Le centre médico-militaire du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo est réhabilité. Détruit pendant la crise post-électorale de 2010, le bâtiment a aujourd'hui fière allure. Il est entièrement équipé par les États-Unis d'Amérique à travers ses partenaires techniques. Et c'est Paul Kofi, le ministre chargé de la Défense, qui a procédé à son inauguration. Il est important que les services reprennent leurs activités normales et il était aussi nécessaire que des amis nous apportent des appuis pour remettre en état l'outil de défense. Vous savez que la santé dans l'armée est un élément essentiel dans le soutien des hommes. D'autant plus qu'ici, ça va accueillir des personnes atteintes ou suspectées de VIH-Sida, mais aussi, comme on a dit, ça va aider aussi la communauté dans la localité pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer les personnes en cet état. C'est un honneur pour le gouvernement des États-Unis de collaborer avec le gouvernement de Côte d'Ivoire dans les efforts visant à améliorer l'accès au diagnostic du VIH. Ce travail a été possible en partie grâce à l'engagement professionnel et actif de FHI 360, une ONG américaine ayant des bureaux en Côte d'Ivoire. Le centre médico-militaire est composé essentiellement d'une salle de préparation et de stérilisation, d'un laboratoire d'hématologie, biochimie et microbiologie. Le coût de sa réalisation est estimé à plus de 70 millions de francs CFA. Autre sujet relatif à la santé, 157 étudiants de première année de l'Institut national de formation des agents de santé de Daloa ont porté pour la première fois la blouse blanche, faisant d'eux des infirmiers et sages-femmes stagiaires après leur formation théorique. Ils ont été célébrés. On en parle avec Abou Sanogo. 157 infirmiers et sages-femmes enfilent leur première blouse blanche, faisant d'eux de véritables infirmiers et sages-femmes stagiaires après une année de formation théorique. Le port de la blouse blanche autorise ces étudiants de première année à aller en stage pratique dans les établissements sanitaires. Jugés donc aptes à poursuivre la formation, ils ont été célébrés à l'occasion de la cérémonie de port de blouse à l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Daloa. La mission première de l'INFAS est de former des agents de santé excellents et au service de la population. C'est l'occasion de vous rappeler que l'INFAS
forment plus de 85% du personnel médical en Côte d'Ivoire. La marraine a félicité ses filles pour les efforts et sacrifices consentis pour arriver à l'étape du port de blouse. Elle les a engagés à être des modèles au terme de leur formation. Je vous engage donc, chers filles, à œuvrer sans relâche pour inverser les tendances qui infléchissent un sombre tableau de l'attitude et du comportement de l'agent de santé en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est achevée par le port de blouse de la première promotion suivie de la récompense des 20 premiers meilleurs étudiants de l'INFAS, dont 5 infirmiers de première année et 5 sages-femmes. Les pertes après capture des produits halieutiques en Côte d'Ivoire constituent une véritable menace pour les acteurs de ce secteur, mais aussi pour l'autosuffisance alimentaire en matière de produits halieutiques. Un atelier de réflexion est ouvert à Grand Bassam pour apporter des solutions à cette situation. Kwasi Mamadou. Selon une étude, dans les ménages ivoiriens, une personne consomme annuellement 11 à 14 kg de poisson, faisant du poisson la principale source de protéines animales des ménages. Or, 20% de ces produits halieutiques capturés sont détruits ou perdus, chose qui constitue une véritable menace pour l'autosuffisance alimentaire en produits halieutiques et un handicap économique pour les acteurs de la filière. Pour apporter une solution efficace à ce problème, le ministère des Ressources animales et halieutiques met en œuvre le projet d'appui au renforcement des capacités et des cadres réglementaires en matière de prévention et réduction des pertes post-capture. Les pertes après capture dans la filière halieutique constituent un problème préoccupant dans l'approvisionnement de nos populations en produits halieutiques. Parmi les causes majeures de ces pertes, l'on peut citer, sans être exhaustif, les insuffisances financières et structurelles dans les techniques de capture et dans les infrastructures de transformation, de stockage et de transport des produits. Pendant 3 jours, 60 personnes de l'administration, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile seront sensibilisées, informées et formées sur les techniques à éviter les pertes post-capture des produits halieutiques. Ces personnes seront à leur tour des relais. Ce projet TPC IVC 3501 est cofinancé par le gouvernement ivoirien et la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Selon son représentant résident en Côte d'Ivoire, Germain Da Silva a réaffirmé la volonté de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire pour l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour un meilleur encadrement des acteurs du secteur des ressources halieutiques. Autre sujet, une délégation de la direction générale du Conseil Café-Cacao a rencontré les producteurs et acteurs de la filière Café-Cacao de la localité de Soubré. Les principaux points abordés au cours de cette rencontre sont le respect des normes de commercialisation intérieure du café et du cacao dans la région et les exigences des coopératives à se conformer à l'acte uniforme OHADA. Voyons les explications de Jeanne Atoubé. Dans la région du Nawa, la campagne Café-Cacao 2014-2015 s'est ouverte sur fond de sensibilisation des producteurs et acteurs locaux de la filière. Au nom de la directrice générale du Conseil Café-Cacao, Sylvie Boloba a exhorté les producteurs à plus d'efforts et d'engagement dans la quête de la qualité et du respect des normes de commercialisation. Le gouvernement ivoirien a choisi la stabilisation et cette année, le prix qui a été fixé bord champ est de 850 francs le kilogramme. Aucun acteur ne doit se détourner de ce prix. Il faut qu'il soit respecté non seulement par ceux qui vendent le produit, mais ceux qui achètent également le produit. La région du Nawa, au regard du bilan de la campagne 2013-2014, présentée par la direction régionale du Conseil Café-Cacao de Soubré, fait figure de bon élève au plan de la production et de la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire. La région a fourni 18,36% des 321 000 tonnes de fèves de cacao produits par l'ensemble des régions cacaoyères, dont 206 000 tonnes pour le seul département de Soubré. Un bémol toutefois, Siloué Seydou, de la direction régionale du Conseil Café-Cacao de Soubré, relève que seulement 74 coopératives sur un total de 233 identifiées dans la région du Nawa se sont mises en conformité avec l'acte uniforme OHADA. Il n'empêche, les producteurs continuent de donner satisfaction comme cet homme. Marcelin Atombré, félicité par le préfet de la région du Nawa, Ali Kwadio.
Atungwe Marcelin a obtenu le prix du meilleur producteur de cette région pour ses performances lors de la campagne 2013-2014. Le Forum africain pour le développement se tient aujourd'hui et demain à Marrakech au Maroc. Économistes, financiers et experts en développement vont asseoir une stratégie de mobilisation de fonds pour faire face aux défis de développement du continent africain. Adama Koné. 100 000 milliards de francs CFA. C'est la facture annuelle pour parvenir à un développement durable de l'Afrique. Dans cette enveloppe, les seuls besoins en infrastructure s'élèvent à 45 000 milliards de francs CFA. Alors question, comment mobiliser les fonds pour transformer en réalité quotidienne, à l'échelle des ménages donc, les performances réalisées par le continent, avec une croissance de plus de 5% par an? C'est la question que la Commission économique pour l'Afrique, CEA, se posera durant 2 jours, les 10 et 11 octobre 2014, dans le cadre du Forum africain pour le développement à Marrakech au Maroc. Parmi les chefs d'État appelés à livrer leurs réflexions sur les questions de mobilisation des ressources, de nouvelles formes de partenariat et de financement du climat, le président ivoirien Alassane Ouattara. En attendant les conclusions du forum, les économistes estiment que la diaspora africaine pourrait jouer un rôle important dans le transfert des fonds. La Banque mondiale évaluant les envois de fonds de cette diaspora à 20 000 milliards de francs CFA en 2012 et les prévisions annoncent 100 000 milliards de francs CFA au cours de la prochaine décennie. C'est la première fois que la Commission économique pour l'Afrique tient son forum hors d'Addis Abeba, en Éthiopie, et c'est le 9e du genre. Rendons-nous maintenant à Niablé où le centre des impôts a été inauguré. C'était en présence de notre reporter Douadé Lazer. Germain Kadier est propriétaire d'une maison à Niablé. Pour s'acquitter de ses frais d'impôt foncier, il parcourt 28 km, la distance de Niablé à Abengourou, chef-lieu de département qui abrite la direction régionale des impôts. Une épreuve difficile qui dure depuis des années. On va à Bangourou payer impôt là-bas. Maintenant, comme les gens d'impôt qui sont venus ici, là, on paye ici. Ça nous arrange. Les planteurs, ils n'ont pas de l'argent. S'ils font moins cher, tout le monde ils vont payer impôt. La ville de Niablé dispose désormais d'un centre des impôts flambant neuf, bâti sur 2000 m². Une politique de proximité de la Direction générale des impôts qui veut se rapprocher des contribuables en vue d'agrandir son assiette fiscale et permettre à l'État de réaliser efficacement les grands projets de développement de la Côte d'Ivoire. Avec la décentralisation telle que nous l'avons poussée, c'est entre 3 et 5 milliards par mois que nous mobilisons par rapport à nos services décentralisés. Ça fait à peu près 60 à 70 milliards dans l'année par rapport à 10 milliards à l'époque. Donc cette politique de décentralisation a fait ses preuves et nous allons continuer. L'initiative est saluée par les autorités politiques de Niablé qui entendent sensibiliser les populations à participer au développement de leur localité en payant leurs impôts. Ce centre va nous permettre d'augmenter nos ressources et de permettre donc à la population d'aspirer à tout ce qu'elle attend comme développement au niveau du conseil municipal. Donc c'est une fierté pour nous. Tout le monde veut des universités, tout le monde veut des hôpitaux, mais si l'assiette des impôts n'est pas élargie, le développement ne sera pas au rendez-vous. Je suis heureux de voir que la population de Niablé est mobilisée pour venir payer ses impôts. La commune de Niablé a fait une recette fiscale de plus de 27 millions de francs CFA de janvier à octobre 2014. Un chiffre qui peut s'accroître d'ici fin d'année. Au titre de l'année 2014, l'État a alloué environ 4 milliards de francs CFA pour la gestion du calendrier des missions hors de la Côte d'Ivoire pour l'ensemble des ministères. Pour les établissements publics nationaux, ce budget avoisine les 2 milliards de francs CFA. Le bilan d'exécution de ces montants a été fait par le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, Guiro Nguessan, Adama Koné.
Au 30 septembre 2014, les ministères ont dépensé près de 3 milliards de francs CFA sur les 4 alloués aux conférences et missions hors de la Côte d'Ivoire, soit un taux d'absorption de 74%. Quant aux établissements publics nationaux, ils n'ont utilisé que 10% des 2 milliards de francs CFA qui leur sont affectés. L'exécution de ce budget fait l'objet d'évaluations dans le cadre d'un atelier bilan. Les objectifs du ministère en charge du budget sont la maîtrise des dépenses liées aux missions et l'amélioration des conditions de voyage des fonctionnaires et agents de l'État. Pour que cette allocation des crédits budgétaires soit faite de façon optimale, il faut faire la juste dépense pour atteindre des objectifs vraiment qu'on peut mesurer de temps à autre. Il n'est plus question de faire des missions justes pour aller en mission, et les missions doivent rapporter quelque chose à l'État. L'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion du calendrier des conférences et missions se donnent 2 jours pour réviser les procédures d'exécution des dépenses pour conférences et missions. Les travaux déboucheront sur le cadrage budgétaire 2015. Des journalistes ont été formés sur les notions d'élaboration, d'exécution, de suivi et d'évaluation du budget de l'État. Ils disent être désormais bien outillés pour informer l'opinion publique sur les questions liées au budget. Guiroje Nguessan, Kraskando. Après 2 jours de formation, ces journalistes sont désormais outillés pour informer l'opinion publique sur le budget de l'État et la loi des finances en Côte d'Ivoire. Le thème de la formation était un thème très important. Il concerne le budget de l'État 2015. Nous, en tant qu'hommes des médias, il est important pour nous de nous informer et pouvoir informer nos lecteurs, former la population sur le contenu de ce budget. Tout au long du séminaire, ces hommes de médias ont échangé avec les équipes du ministère en charge du budget sur 4 thématiques essentielles. Les points notables sont l'élaboration et l'exécution du budget, puis les perspectives en matière de réforme budgétaire. Les objectifs sont atteints. Maintenant, il faut aller au-delà. Faire en sorte que dans toutes les rédactions, qu'elles soient de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'audiovisuel, qu'il y ait des spécialistes sur des questions budgétaires, de sorte que la presse ivoirienne traite avec un peu plus de professionnalisme les questions liées au budget. Bamba Inza, représentant le ministère de la Communication, et Kaba Diakité Mohamed, celui du ministère en charge du budget, ont salué ces journalistes qui renforcent leurs connaissances en vue d'exercer leur métier avec professionnalisme. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, envisage d'autres formations. Une étude sur l'actualisation du schéma directeur et du plan d'urbanisation des villes de Côte d'Ivoire est en cours. La phase pilote s'intéresse à la ville d'Abidjan. Elle vise à planifier, à penser la capitale économique pour les années à venir. Sidonie Davila. Une ville se planifie et l'outil premier à partir duquel on fixe les grandes orientations, c'est le schéma directeur. De ce schéma découlent d'autres études telles les plans de détail ou plans d'urbanisme. Avec l'actualisation du schéma directeur et du plan d'urbanisme qui sont en cours, la ville d'Abidjan connaîtra une nouvelle allure dans les années à venir. Pour Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, un pays émergent se pense et se planifie avec une vision. C'est vraiment indispensable. Si un pays se veut d'être émergent, il se doit de réaliser des études de schéma directeur et des plans d'urbanisme directeur. Ce sont des documents de planification urbaine. Pour réaliser votre maison, vous faites un plan. Donc, pour réaliser une ville, il faut un plan. Et si le plan est bien pensé, en général, les questions de mobilité, la qualité de vie en dépendent. Vous allez prévoir des espaces verts, vous allez prévoir des espaces de récréation, vous allez faire en sorte que la zone industrielle ne soit pas dans une position qui puisse polluer. Pour harmoniser le rapport de l'étude menée et financée par l'Agence japonaise de coopération internationale, les acteurs d'aménagement et de développement urbain des ministères ainsi que certains élus ont été associés aux réflexions sur la réalisation du projet du Grand Abidjan. C'est d'accompagner les politiques justement dans cette réflexion. Il va falloir maintenant mieux maîtriser effectivement l'évolution des quartiers et puis avoir donc des axes structurants qui puissent permettre donc de désengorger la ville d'Abidjan. Notre
apport au sein de ce groupe, ça sera d'être des personnes ressources qui pourront éclairer l'avancement des travaux. La phase pilote commence certes par la ville d'Abidjan, mais le projet est prévu s'étendre à toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Et cette information, les premiers pèlerins ivoiriens partis à la Mecque en Arabie Saoudite rentrent à partir de demain, samedi. Et sachez que 3 pèlerins ivoiriens sont décédés lors de ce pèlerinage. Le deuxième adjoint au maire de Touba fait des dons aux populations de Ngolo-Dougou pour les soutenir dans leurs différentes activités. Il les exhorte à la cohésion sociale, à vivre ensemble et à respecter les mesures de prévention contre le virus Ebola qui sévit au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Ce vendredi, c'est la journée internationale de lutte contre la peine de mort. Le thème de cette 12e édition, protéger les malades et les handicapés mentaux au lieu de les tuer. La condamnation à la peine capitale est en principe interdite dans leur cas. Et c'est du moins ce que stipulent les normes internationales. Et puis sachez que le prix Nobel de la paix a été attribué ce matin à la Pakistanaise Malala et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur de l'éducation des enfants et voyants pour le prix Nobel de littérature.